Et comme on est des habitués du don du sang, un jour on a été convoqués à l'hôpital Avicenne et là, le couperet. C'est-à-dire qu'on vous a dit à tous les deux? Non, pas moi. À lui seulement. Moi, j'ai pas eu la convocation. Donc lui, on y est allé, on savait pas vraiment pourquoi. Et en fait, le médecin lui a dit monsieur, vous êtes séropositif. Et là, la fameuse épée de Damoclès. Le compte à rebours? Ben, à l'époque, oui. À l'époque, c'était vraiment le compte à rebours. C'était combien, comment, c'était vraiment ça. Vous avez eu peur pour vous parce que le sida est une maladie transmissible? Évidemment. Alors, tout de suite, j'ai fait des examens. Et donc, il s'est avéré que je n'avais rien. Ça vous a dû attendre plusieurs mois pour ça? Oui. Non, au début, on a fait tout de suite. Parce que comme j'avais un enfant qui était petit, on a fait tout de suite pour savoir exactement ce qu'il en était vis-à-vis de moi et de mon fils. 4 mois après, on a refait un examen sur moi. Ben, il s'est avéré que j'avais rien. Et ensuite? Bon, vous avez continué à avoir des relations sexuelles? Alors après, tout a changé. À ce moment-là, tout a changé. Quand vous avez su que vous n'étiez pas malade? Quand vous n'étiez pas séropositif? Non, rien à voir. Ah bon? Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que moi je le sois ou pas. Ça a changé mon regard sur lui, en fait. C'est-à-dire? Parce que c'est quand même une trahison. Vous apprenez que la personne que vous aimez, vous pensez qu'elle fume des joints, en fait. Et puis, en fait, c'est pas ça du tout. Elle se pique à l'héroïne. Alors, vous imaginez déjà la baffe que vous prenez. Ça fait tout bizarre. Et puis voilà, moi j'étais complètement, je sais pas. Ça a rompu le contrat de confiance que vous aviez avec lui, enfin la confiance que vous lui accordiez? Ouais. Oui. Ouais, on est passé à autre chose. Vous n'avez pas eu envie de partir tout de suite alors? Non, moi j'ai fait tout de suite un deuxième enfant. Avec lui? Oui. En prenant le risque d'être, à la fois vous d'avoir le sida et à la fois de le transmettre, le virus du sida. Peut-être. Et pourquoi vous avez pris ce risque? Parce que je voulais un deuxième enfant et que je savais que c'était maintenant ou jamais. Et que c'était lui et personne d'autre? À l'époque, oui. Vous dites que vous vous sentiez trahi. Et pourtant, le premier réflexe que vous avez, c'est de faire un enfant avec lui à nouveau, donc de vous tourner vers l'avenir. Oui, mais mon avenir. Mais un enfant, ça se fait à deux quand même. Oui, je sais, mais moi j'avais besoin de lui pour faire l'enfant, mais après je savais que c'était un avenir. De toute façon, pour moi, dès le début, c'était clair. Il était séropositif, il allait mourir. Ça, il n'y avait pas on va se battre contre la maladie et tout. Non, c'était pas ça. Tout ce qu'on a entendu ce soir, non. Lui aussi disait je vais mourir? Lui au début il disait pas je vais mourir parce que je pense qu'il était dans un état où il avait plus conscience de ça. Trop camé. Ouais, et puis là ça a été vraiment une descente. Moi je l'ai laissé, je me suis dit de toute façon tu peux rien. Il a continué à se droguer? Ouais, de pire en pire. Moi, à côté de ça, j'avais 2 enfants, je continue à travailler, je menais ma vie, et puis c'est tout. Donc vous avez fait l'amour ensemble, vous êtes retrouvée enceinte une deuxième fois? Tout de suite? Oui, je m'étais renseignée auprès des médecins pour ça. Savoir quand, comment, et pour prendre le moins de risques possible. Je ne suis pas non plus complètement idiote. Donc vous avez voulu le faire vite pour pas que la charge virale soit trop importante? Exactement. Et donc ça a fonctionné. Ni vous, ni votre enfant n'ont été touchés? Non, rien. Moi, jamais, donc les 2 enfants non plus. Voilà. Et donc vous avez commencé à vous occuper de lui parce que lui a commencé ensuite à déclarer ce qu'on appelle les maladies opportunistes. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, c'est vrai que lorsque j'ai vu qu'il tombait dans la toxicomanie à fond, je me suis dit, ma grande, il faut que tu partes. Mais en fait, j'avais pas, je sais pas, il y avait une chose au fond de moi qui me disait, mais toi tu souffres, mais lui il souffre 10 fois plus que toi, voire 100 fois plus que toi. Donc j'ai pas trouvé le courage de partir, mais nos rapports ont complètement changé. C'est-à-dire qu'on vivait sur 2 planètes complètement différentes. À partir de quel moment? À partir du moment où il est rentré à fond dans sa toxicomanie. Par rapport à votre deuxième enfant, c'est arrivé quand? Je sais pas, 6 mois moment, après, à peu près. Ouais. Déjà ma grossesse. Mais c'est fou comme ça, je trouve que c'est un risque très, très, très dangereux que vous avez pris. Ouais, c'est con, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, non, mais j'en ai conscience. Mais en même temps, il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans leur contexte, à l'époque, etc. C'est pas la même. Donc là, vous avanciez en parallèle, ensuite, vous, avec vos 2 enfants, tournés vers l'avenir, toujours proche de lui, moi, lui avec sa drogue et sa maladie qui commençait à se développer. Ouais. Et quelles étaient vos relations à tous les deux? Je sais pas. Moi, je rentrais dans des colères folles, quand je le voyais rentrer dans des états pas possibles, puis à un moment donné, j'en ai eu marre, je me suis complètement détachée.
J'ai dit, bon, bah, fais ce que tu veux, vis ta vie, et puis c'est tout. Puis C'est moi, le fait qu'il continue à se piquer qui oui, vous a fait et avoir puis tout ce que ça engendre. Parce que c'est une vraie maladie. Donc tout ce que ça engendre, les mensonges. d'être addict à Oui, la drogue. les en mensonges, l'occurrence. il ne pouvait pas travailler. Donc quand il travaillait un petit peu, il prenait tout l'argent. De temps en temps, il me vidait mon compte. Bon, moi, c'est tout ça. Vous avez évoqué tous les deux ensemble votre liberté d'avoir des relations amoureuses avec d'autres hommes. C'est une question qu'on a posée ce soir. Non, à ce moment-là, non. Quand il est tombé très malade, oui. À ce moment-là de la maladie, non. Il était ailleurs, vous dites. Ouais, lui, il était ailleurs, donc finalement, la discussion, elle se posait même pas là. Moi, j'étais en pleine maternité, mes enfants, ils étaient petits, donc j'étais vraiment pas branchée là-dessus. Qu'est-ce qu'il a développé comme maladie ensuite? Comment? La tuberculose, ensuite, il a perdu la vue d'un œil, en plus, après, c'était plein de maladies dermatologiques, enfin bon, après, il pouvait plus marcher. Enfin, c'était... Dès qu'on guérissait un truc, il y avait un autre truc qui arrivait. Ça a modifié vos relations? Enfin, je veux dire, comment vous en êtes arrivé? À ce moment-là, en fait, moi, lorsque j'ai vu le spécialiste qui le suivait, je lui ai demandé combien de temps ça allait durer. Et il m'a dit, écoutez, 2 ans maximum. Donc moi, à ce moment-là, je suis obligée de faire un choix, c'est ou je le laisse à l'hôpital ou je le prends à la maison. Et si je le prends à la maison, j'assume tout. Mais j'assume tout jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est pas comme monsieur, par exemple. Bernard? Non, au bout. Jean, qui a sa femme qui est touchée par la maladie d'Alzheimer. On va voir. Voilà. Où il y a un contact et on sait qu'il est... Oui, on l'a aperçu tout à l'heure. Voilà, il y a un contact et puis il n'a pas l'échéance de la mort. Moi, je l'avais sans arrêt. Je savais que ça allait s'arrêter. Quand il m'a dit 2 ans, donc j'ai eu le choix. Parce qu'après, il y a eu de multiples hospitalisations. Il ne supportait pas la trithérapie de l'époque. Donc, un beau jour, il m'a dit, bon, ben, moi, j'en ai marre, je veux tout arrêter. Je veux plus du tout de médicaments. Et moi, j'ai respecté son choix. Et puis, donc, il est venu à la maison. Donc, vous avez choisi de vous occuper de lui à plein temps. Oui. Et ça a duré combien de temps? 5 ans. 5. Comme une infirmière? Entre autres. Une infirmière, une mère, une amie. Une amante? Non. Non, là, c'était définitivement fini. C'était un devoir pour vous ou c'était un sentiment profond? Non, c'était pas un devoir, c'était parce que je savais que lui, il allait mourir. Ça, c'était une certitude. Moi, je savais que j'allais rester. J'avais 2 enfants et je voulais pouvoir, après sa mort, me regarder dans la glace. Moi, c'était ça, ma priorité. C'est égoïste, d'accord, mais c'était ça. C'est-à-dire que je voulais lui donner... je voulais qu'il meure dignement chez lui, comme il me l'avait demandé, à condition qu'il ne devienne pas fou. Ça, c'était la condition. Mais moi, il fallait qu'ensuite, je puisse me regarder, continuer, expliquer aux enfants ce qui s'était passé, comment. Et vivre à nouveau une vie de femme, mais droite vis-à-vis de vous-même, quoi. Et ça, c'est surtout pour moi. Surtout pour vous. Vous l'avez évoqué, comment vous dites, vous avez discuté ensemble de ça, le fait que vous puissiez avoir des bols d'air, avoir des respirations sentimentales à l'extérieur? C'est de lui que c'est venu. Moi, franchement, j'avais pas la tête à ça parce que j'avais 2 enfants, je travaillais, il était malade, il a fallu faire mettre une unité de soins palliatifs à la maison. Donc dans la chambre, c'était des infirmières qui venaient plusieurs fois par jour, c'était une structure lourde. Et en fait, à ce moment-là, nos rapports ont complètement changé parce que moi, j'ai gardé en plus à la maison, j'ai gardé la maison plutôt comme un véritable lieu de vie. Et ça s'est pas fait sans fracas, hein. Franchement, il y a eu des crises, il me faisait du chantage parce que dès que je partais prendre l'air, il s'énervait. Mais oui, on en a discuté, il m'a dit écoute Karine, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu penses à toi, il faut que tu vives ta vie. Prends l'air. Prends l'air. Bon, moi j'ai bien compris ce qu'il voulait me dire. C'était pas tellement codé en plus. Hein. Vous êtes tombée amoureuse à l'extérieur de la maison? Ouais. Au départ, j'ai eu des petites aventures dont je me foutais royalement. Mais comme j'avais des petits-enfants, j'avais des enfants qui étaient petits et que j'ai toujours su que leur équilibre, il passait d'abord par le mien, j'ai essayé en fait de rester le plus normal possible parmi tout ce qui se passait. Et ouais, je suis tombée amoureuse. C'est une histoire que vous avez réussi à construire parallèlement à celle que vous aviez différemment avec votre mari? Non, on ne construit pas. Parce que moi, dans ma tête, c'était clair, c'est pas possible. Et lui, je lui avais dit aussi, voilà, moi je suis mariée, mon mari est malade, j'ai 2 enfants et je ne l'abandonnerai pas. Alors lui, il m'a dit, oui, bah, c'est pas grave, j'attendrai.
Alors je dis pas, t'es bien gentil, mais on va pas spéculer quand même sur le moment où il va mourir. Qui a craqué? Entre vous deux, entre vous et votre amant? Ah ben, moi, j'ai pas craqué, je lui ai dit de partir, je voulais plus le voir. Il est parti? Ben, évidemment. Vous étiez amoureuse pourtant? Oui, mais c'est pas grave. Et lui aussi? Ben, je sais pas. Ça, je sais pas, mais... Ouais. Mais il fallait Pourquoi que ça... vous dites que c'est pas grave? Parce que vous étiez dans votre mission, il fallait aller jusqu'au bout? Ben oui, comment pouvoir construire une relation saine C'est tellement compliqué. sur des bases saines, sachant que vous avez à côté quelqu'un de vous qui va mourir, et alors on va spéculer sur la date de sa mort pour pouvoir construire quelque chose, c'est très compliqué. Oui, parce que vous aviez son consentement, parce qu'il était prêt à ce que vous viviez votre vie de femme par ailleurs. Son consentement, il était d'accord, etc. Bon, nous, on avait fait le choix de ne pas en parler, quoique quelquefois, il me posait des questions quand il me voyait pas bien, il me disait, oh, il est pas bien ce mec, Change d'air. ouais, mais quand il me voyait triste, il me disait, ne laisse pas un autre homme te faire pleurer, vraiment, il s'impliquait, on est devenus vraiment très, très proches. Et puis, par contre, si je prenais un peu trop l'air, il me faisait du chantage. Quel genre de chantage? Oh là là, alors, j'ai eu le droit à tout. Il s'est avalé la moitié des médicaments de morphine, il a atterri en réa, après il s'est enfermé dans les toilettes, il s'est tailladé les bras, enfin j'ai eu le droit à peu près à tout. Après il se sauvait, on le retrouvait à 3h du matin sur les boulevards extérieurs, boulevard de la Chapelle, là où c'est tout bizarre. Glauque, ouais. Pardon. Non, ouais, c'est vrai, c'est glauque. Il y a des et puis, coins à lui, voilà, donc j'ai passé ma vie à lui courir derrière, en fait, parce que, enfin, j'ai passé 5 ans de ma vie à lui courir derrière. Une fois de plus, que je me disais, bon, ben, c'est vrai, moi, je suis malheureuse, ça me rend malheureuse. Mais lui, il l'est beaucoup plus que moi. C'était lourd pour tout le monde, pour ma famille, pour mes enfants, pour tout le monde. Mais personne n'a rien dit. Et curieusement, les enfants ont pris ça bien parce que le petit, je me rappelle, c'était l'heure du petit-déj, parce que les questions... Fusée le matin, le petit, c'est le matin. Il me dit, écoute, maman, je comprends pas parce que t'es sûre que papa, il va mourir. Alors je lui disais, ah oui, ça, Sonny, c'est sûr, il va mourir. Il me dit, ouais, mais toi, tu dis ça, mais il meurt jamais. C'était vraiment très... étrange. Alors je lui disais, oui, mais il va mourir, mais je sais pas quand. Il me disait, ouais, quand même, il y en a marre. Il le disait, mais je les empêchais pas de le dire. Je les empêchais pas d'avoir leurs propres sentiments, de les exprimer avec leurs mots de l'époque. Ils étaient tout petits. Quand est-ce qu'il est parti, votre mari? Dans quelles circonstances? Il est mort à la maison, très bien. Il y a combien de temps? Il est mort en avril 99, donc c'est 6 ans. Mais il est mort peinard. Comment ça s'est passé? Eh ben... Comme vous l'aviez imaginé? Comme lui l'avait imaginé. Ah bon? Ouais. Moi, franchement, j'ai obéi. Enfin, c'est pas que j'ai obéi, parce qu'on peut pas dire ça comme ça, mais il allait mourir. D'accord? Le choix de ce qui allait se passer, il fallait que ce soit... C'est pas moi qui vais choisir, bon, alors je vais t'organiser tout ça, tu vas mourir tranquille. C'était pas ça. C'est lui, il voulait mourir tranquille à la maison. Alors, on avait mis cette unité de soins palliatifs. Bon, moi, je savais que ça y est, c'était bon, donc j'ai arrêté de travailler la dernière semaine. Et donc, le soir, je suis allée le voir. Je lui ai dit, t'as mal? Il m'a dit non. Il m'a pris la main, il a respiré et il est mort. Il est mort, c'est-à-dire? Il est mort. Il vous a pris la main? Oui, il m'a pris la main, je lui ai dit, ça va? Il m'a fait oui avec la tête. Il a pris sa respiration et il est mort. Faut raconter ça, c'est incroyable. Mais non, tranquillement, comme il l'avait... Moi, je le vis super bien. C'est-à-dire que je sais que quand je le raconte, c'est super bizarre. Mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais c'est vrai, je sais que quand je le raconte, les gens ils prennent un air consterné et tout. J'en ai entendu des histoires et ça m'intéresse. Mais moi, je suis super bien avec moi-même. Moi, j'ai fait je comprends très bien ça. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Pas de doute avec ça, je comprends. Alors, je vais pas à chaque fois que je vais parler du père de mes enfants fondre en larmes. Déjà, c'est pas une belle histoire. C'est compliqué, la maladie, tout ce qui va avec. Maintenant, la seule chose qui restait à terminer, c'était de le faire mourir dignement comme il voulait. Vous l'avez fait? Eh ben, on l'a fait. C'est la seule chose qu'on ait réussi dans notre mariage. Et avec les enfants.